Aujourd'hui, pour nous parler de la réponse humanitaire en Ukraine, nous avons le grand privilège d'accueillir Monsieur Alain Boisnet, qui est le fondateur de l'organisation Solidarité Internationale et qui est aujourd'hui le président de la revue en ligne défihumanitaire.com. Bonjour Alain, ça nous fait extrêmement plaisir de pouvoir compter sur ta présence parmi nous. Nous allons parler de la réponse humanitaire en Ukraine et brièvement rappeler quelques faits de base. À l'heure où nous nous parlons, nous avons en décembre 2022 plus de 8 millions de personnes qui sont réfugiées en Europe, près de 8 millions qui sont déplacés à l'interne au sein de l'Ukraine. Nous voudrions comprendre en quoi cette crise humanitaire est-elle particulière et quels ont été les éléments de la réponse qui ont été les plus significatifs. Et partant de là, nous allons regarder la réponse financière, la réponse en matière d'assistance aux institutions ukrainiennes, etc. Alors bonjour Alain, et donc ma première question, elle est selon toi, est-ce que la réponse humanitaire en Ukraine est-elle satisfaisante et à la hauteur des besoins qui ont été exprimés par les Ukrainiens et par la communauté internationale? Bonjour Yvan, et merci pour cette invitation. D'abord, cette crise humanitaire, elle résulte d'une guerre. Donc, ce qui se passe en Ukraine, c'est pas une guerre humanitaire, c'est pas une crise humanitaire, c'est une guerre. Et c'est une guerre, c'est la première guerre interétatique depuis la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Et c'est une guerre qui a été déclenchée par un membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est une guerre aujourd'hui dont on ne sait pas, on sait comment elle a commencé, on ne sait pas comment elle se terminera encore. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je voudrais aussi rappeler que samedi 26 novembre, nous avons fêté, enfin les Ukrainiens, mais leurs amis, ce qu'on appelle l'Holodomor. L'Holodomor, ça a été un processus d'extermination d'une partie de la population ukrainienne à l'initiative de Staline en 1932-1933. On parle de 4 à 5 millions de personnes qui ont été tuées par cette famine, donc ils sont morts de famine. Ils ont été affamés tout simplement par la réquisition des récoltes, par le fait de ne plus pouvoir se déplacer. Et tout ça pour finalement, quelque part, tuer l'Ukraine, mais aussi collectiviser les terres des paysans. Et si je dis ça, c'est parce qu'en fait, évidemment, chaque famille ukrainienne a eu dans sa famille des personnes qui ont été décimées par cette famine organisée par Staline et par le Parti communiste de l'Union soviétique. Et évidemment, c'est très présent dans le conflit d'aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, je crois qu'il faut distinguer dans ta question celle des réfugiés de celle de l'aide humanitaire à l'intérieur du territoire ukrainien. Tout à fait. Il me semble que, comme tu le signalais, il y a eu un très grand nombre de réfugiés qui ont quitté l'Ukraine immédiatement, enfin très très vite, puisqu'on a eu affaire quand même à une offensive massive, une offensive militaire russe massive, à la fois au nord, à la fois au sud, à la fois à l'est. Et les pays limitrophes en particulier, à la Pologne, à la Tchéquie, à la Moldavie, à la Roumanie, ont accueilli, et au-delà, au sein des pays membres de l'Union européenne, en Europe, les pays ont accueilli rapidement un très très grand nombre de réfugiés ukrainiens, et je crois de manière très très positive, à la fois en termes d'accueil, mais aussi en termes de mise en œuvre de moyens d'accueil. En Ukraine même, la réponse humanitaire a été plus lente. Pourquoi? D'abord parce qu'en fait, il y a eu une évacuation des personnels humanitaires qui se trouvaient en Ukraine, notamment à la fois d'ailleurs parmi les membres des ONG qui agissaient dans les provinces de Donetsk et Luhansk, c'est-à-dire dans les provinces sécessionnistes, mais aussi à Kiev de la part des institutions, que ce soit Nations Unies, Commission européenne, et on l'a bien vu, les ambassades. Et en fait, ça a évidemment eu des conséquences ensuite sur le déploiement de l'aide humanitaire, puisque les instances de coordination, de mobilisation de ressources n'étaient pas là. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'au fond, parmi les ONG, les organisations non gouvernementales humanitaires,
Il y a une grande diversité en termes de réactivité. Certaines qui ont pour priorité l'accès auprès des populations en danger, très vite se sont dirigées vers les zones de front, alors que beaucoup mettaient du temps à intervenir et beaucoup se concentraient sur Lviv, près de la frontière polonaise. Alors Lviv, c'était très important parce que c'est par là que passaient la plupart des réfugiés et qu'il fallait que les Ukrainiens, les institutions, enfin, étaient aussi débordés par cet afflux de réfugiés, que l'aide humanitaire à ces populations en transit était décisif. Et je rappelle d'ailleurs que tu faisais état tout à l'heure de 8 millions de réfugiés. Je rappelle que 9 personnes sur 10, donc 90% de ces réfugiés sont des femmes et des enfants. C'est-à-dire que les hommes sont restés en Ukraine. Ce sont des familles qui sont dispersées. Les hommes sont restés mobilisés pour la guerre. Et ça, c'est un cas très particulier. On n'a pas connu l'équivalent où que ce soit aujourd'hui, même si les réfugiés sont souvent beaucoup des femmes et des enfants. Mais là, c'est quand même très impressionnant. Donc en plus, il y a la séparation des familles. Et donc les ONG, pour revenir sur ce sujet, les ONG internationales, naturellement, certaines ont été très réactives, d'autres ont pris beaucoup plus de temps. Puis je voudrais souligner un dernier point, c'est bien sûr le rôle majeur, il a été assumé par les Ukrainiens, par la nation ukrainienne, par l'État, par les municipalités, par les citoyens. C'est eux naturellement les premiers qui encore aujourd'hui répondent aux besoins humanitaires de leur population. Tout à fait. Merci beaucoup, Alain. Tu as rappelé quelque chose qui est cher aux Canadiens. Suite à l'Holodomor, effectivement, nous avons reçu au Canada des centaines de milliers d'Ukrainiens qui aujourd'hui sont nos compatriotes et qui vivent dans les provinces de l'ouest du pays et qui sont le produit de ce premier exil il y a 90 ans. On a un peu le sentiment que l'histoire se répète. Tu as aussi mis un point très important sur la localisation de cette aide, c'est-à-dire que sans reprendre des concepts qui ont émergé lors du dernier sommet humanitaire mondial, on constate très effectivement que en première ligne, on a les municipalités, les organisations civiles locales, les églises, des groupes de citoyens qui se sont mis au service de leurs prochains et que ceci peut constituer une des principales caractéristiques de cette réponse humanitaire interne. Est-ce que tu as eu l'occasion de parler avec des acteurs et de nous dire un tout petit peu comment ce système local d'aide humanitaire fonctionne-t-il depuis le mois de février-mars? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que bon, je suis le fondateur et j'ai été longtemps directeur général de Solidarité Internationale, donc qui est très engagé en Ukraine, que nous avons régulièrement des réunions de coordination, que ça soit en France, que ça soit au niveau européen, avec les ONG humanitaires actives en Ukraine, donc et de manière un peu continue. Ce que je voudrais peut-être, avant d'en venir à la réponse plus spécifique à ta question, c'est rappeler que l'Ukraine est engagée dans une guerre qui, du point de vue des Ukrainiens, va de la guerre au sens militaire du terme, qui mobilise beaucoup d'hommes et qui implique beaucoup de familles par voie de conséquence, jusqu'à l'humanitaire. C'est-à-dire qu'en fait, pour eux, c'est une guerre totale. Je le dis parce que les humanitaires que nous sommes, qui venons de pays étrangers, extérieurs, doivent bien prendre en compte cette dimension. C'est vrai que toutes les guerres, mais très souvent, les humanitaires vivent dans une bulle qui est la leur, et on comprend pourquoi, parce qu'il y a une logique et il y a aussi l'impératif de l'impartialité des secours, on l'évoquera peut-être à nouveau, mais n'oublions pas ce contexte vraiment très très particulier qui s'impose à nous. Et donc à la fois, on a un pays avec un État organisé, des municipalités notamment, et puis aussi des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont joué et jouent un rôle extrêmement important. Comme on le disait tout à l'heure, forte mobilisation en Europe, avec quand même une proximité géographique, hein, ce qui est un atout énorme évidemment pour les gens qui fuient, et puis cette réactivité qu'on a parlé. Sur les points faibles, on l'a évoqué, la désorganisation qui est due à l'évacuation, et aussi un problème d'articulation opérationnelle en quelque sorte avec les acteurs ukrainiens qui sont des acteurs de l'aide et qui ont été les premiers et qui sont là au quotidien. Donc les acteurs de l'aide et à la fois sur le plan opérationnel, donc entre les acteurs, je dirais, humanitaires de terrain
et notamment les ONG bien sûr, mais aussi entre les bailleurs, les ONG et les Ukrainiens, parce qu'en fait, les règles des bailleurs rendent très très difficile, voire impossible, un partenariat avec des municipalités via des organisations internationales ou des ONG internationales, voire même, moi j'ai le souvenir, quand Solidarité Internationale a été engagée à Kharkiv, à l'époque des combats, donc dans le nord, et qu'on positionnait des secours dans les métros souterrains, on l'a fait avec des groupes de volontaires. Ces groupes de volontaires, comment les intégrer dans l'action d'une ONG, comment éventuellement les dédommager ou comment financer les activités bénévoles qu'ils mènent. Les règles bailleurs ne le permettent pas. Ça, c'est pas de la petite cuisine, quoi. C'est vraiment, il faut pas voir ça d'un point de vue administratif. C'est pas la bonne approche. La bonne approche, c'est comment on s'organise pour délivrer des secours de la manière la plus efficace en s'adaptant aux conditions dans lesquelles on intervient. Et en Ukraine, le partenariat avec les Ukrainiens en général, et en particulier toutes les formes de structures mises en place, et notamment les municipalités, mais aussi les ONG, est essentiel pour être intégré, efficace, et les règles bailleurs aujourd'hui le rendent difficile, voire impossible. Donc ça, c'est un point très important. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que une difficulté que nous avons eue, c'est que très souvent, nous intervenons dans des zones rurales, dans des pays peu développés, voire même ce qu'on appelle des pays faillis, donc qui n'ont plus d'État, plus beaucoup de services publics, etc. Là, on est dans une situation, on est dans un pays au centre de l'Europe et avec des structures. Et en plus, beaucoup des combats, des destructions et des secours donc, interviennent en zone urbaine. Donc, agir en zone urbaine, c'est assez spécifique. Et donc, en fait, on a été, je crois, à la fois, voilà, on a eu cette difficulté dans un partenariat opérationnel rendu encore plus difficile par les règles bailleurs qui devront s'adapter à l'avenir. Et d'autre côté, beaucoup d'actions dans zone urbaine dont on a moins l'habitude, sur lesquelles on est moins expérimenté, et avec des destructions qui vont en s'amplifiant et qui sont absolument colossales, quoi, qui sont hors de la portée naturellement des ONG. On a le sentiment aussi, dans les zones urbaines en particulier, que la réponse humanitaire simple est complètement dépassée par l'ampleur des besoins, qui sont des besoins en matière d'hydraulique, en matière d'électricité, tu l'as mentionné, en matière d'abri chaud, etc., etc. Et donc, effectivement, il y a une dimension de la catastrophe en situation de guerre qui fait que les ONG peuvent à certains moments se sentir un peu dépassées par les moyens. Tu as rappelé un point très important, c'est celui des règles bailleurs. Et si je comprends le sens de ce que tu dis derrière cela, c'est que les règles de ECHO, en particulier, l'Office européen de l'aide humanitaire, ne desserrent a priori que des ONG européennes. Alors que, et puis que par exception, l'Ukraine n'est pas encore dans l'Europe, donc n'est pas a priori bénéficiaire de financement pour des organisations ukrainiennes. Alors quel rôle ont dû réinventer les ONG internationales pour arriver à travailler en synergie avec les municipalités? Est-ce qu'elles ont joué le rôle d'ONG parapluie ou bien d'ONG distributrice? Explique-nous un peu cela. Alors, ça dépend finalement l'origine des ressources mises en œuvre pour amener ces secours. S'il s'agit de fonds propres ou de fonds privés spécifiques à chaque ONG, l'ONG a la faculté naturellement d'utiliser ces fonds comme elle l'entend et d'avoir son propre système de reporting, son propre système de contrôle. De même que toute l'aide qui est arrivée par camion, par bateau, par avion, de l'aide alimentaire, de l'aide en produits de couchage, enfin bon, toutes les formes d'aide de cette sorte ont pu être mises en œuvre, notamment par les ONG, directement avec les acteurs ukrainiens sur le terrain. La question, elle se pose surtout sur les financements bailleurs, qui jouent un rôle bien sûr important, parce que l'essentiel des fonds quand même, une grande partie, voire l'essentiel des fonds, proviennent des bailleurs, et s'il n'est pas interdit à une ONG, par exemple, dont les programmes sont financés par ECHO, d'agir avec des partenaires locaux ou nationaux, comme on dit, au préalable, normalement, on doit s'entourer de toute une série de garanties, c'est-à-dire qu'on doit screener, en français, en bon français, cribler, à la fois les personnels qui travaillent avec nous, à la fois les partenaires,
à la fois les sous-traitants, c'est-à-dire les entreprises ou les fournisseurs, au nom des lois antiterroristes qui sont maintenant appliquées au niveau international par tous les bailleurs de l'aide humanitaire internationale. Et ça, c'est une contrainte énorme qu'on peut comprendre dans des pays où il existe des groupes terroristes ou dits djihadistes. Enfin, la question ne se pose pas de la même manière en Ukraine. Et c'est vrai que il y avait cette difficulté, quelque part, parce que normalement, on doit le faire où que nous soyons, partout. Et puis, encore une fois, effectivement, ECHO ne finance des ONG européennes au nom de la bonne gouvernance et de la bonne gestion, c'est-à-dire d'en avoir le contrôle à travers les audits. Mais ça ne nous empêche pas, nous, d'avoir des partenaires nationaux, locaux, en respectant certaines règles. Mais c'est vrai que tout ça demande du temps, que si le déploiement était un peu long au début, ben voilà, tout ça ralentit le processus de l'aide. Mais ce qui est vrai également, pour être honnête, c'est qu'il y a aujourd'hui plus de besoins, en quelque sorte, qu'il y en avait au début, parce qu'une guerre, elle provoque des moyens, je dirais, des besoins chaque jour un peu plus importants, pour un plus grand nombre de personnes. C'est un phénomène à la fois de destruction et d'accumulation des besoins. Et donc, la montée en puissance du dispositif humanitaire, il s'est fait aussi parallèlement, malheureusement, la montée en puissance et du conflit et des victimes du conflit. Oui, complètement. Mais dans le cadre aussi des ONG ukrainiennes qui assistent les leurs, il y a aussi peut-être certaines difficultés pour certaines ONG occidentales à s'engager avec des fondations ou des ONG qui soutiennent dans le même temps, au cœur de la guerre, les forces armées. Et donc, les fameux principes d'indépendance et d'impartialité sont parfois un peu bafoués. J'ai consulté certains sites de fondations ukrainiennes qui ne se cachent absolument pas pour dire que leur première priorité, c'est le soutien du soldat, comme ça l'a été depuis 2014. Et après viennent les populations civiles. Comment réagissent les organisations humanitaires, on va dire, dunantistes à ce type de situation? Alors c'est juste que nous sommes confrontés à cela. Alors d'un côté, on doit comprendre que pour les Ukrainiens, c'est normal. Ils se battent simplement pour leur existence, pour leur liberté, pour leur indépendance. Et c'est vrai là, comme ça peut être vrai dans d'autres régions. Sauf que plus souvent, on est confronté à des guerres civiles. Donc les guerres civiles, c'est un autre cas de figure, mais des guerres interétatiques avec invasion d'un pays par un autre, les choses d'une certaine manière, je dirais, sont plus simples. Donc c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, pour les Ukrainiens, tout est lié, et on peut pas, ils n'ont pas à avoir d'impartialité alors qu'ils sont engagés dans une guerre qui leur a été imposée et par la Russie qui contrôle environ 100 000 km² sur 600 000 km² de territoire ukrainien, quoi. Alors après, voilà, ben c'est à nous d'expliquer ce que sont les principes humanitaires, d'expliquer ce que c'est que le droit international humanitaire. Et c'est vrai, honnêtement, que l'Ukraine ne connaissait pas ni ces principes, ni ce droit, que ça demande du temps de l'expliquer, de le faire partager, qu'on les comprenne, mais qu'ils nous comprennent aussi. Et c'est vrai qu'il y a souvent des tensions sur la question du droit international humanitaire, parce que, au fond, en poussant un peu loin l'impartialité, des Ukrainiens peuvent nous dire, mais finalement, est-ce que vous n'êtes pas pro-russe? Ou en tout cas, est-ce que dans cette attitude de nous mettre à égalité alors qu'on ne l'est pas, il y a un agresseur, un agressé, est-ce que c'est bien pertinent? Donc, ça passe beaucoup par beaucoup de communication, beaucoup de pédagogie, beaucoup de compréhension, puis on est là à leur côté pour aider la population victime de ce conflit, encore une fois, déclenché par la Russie, mais c'est un problème à résoudre encore et encore. Mais c'est vrai dans beaucoup de pays où nous intervenons face à des groupes armés. Ce n'est pas le seul pays où la question se pose. OCHA était présente en Ukraine depuis 2014 pour coordonner l'assistance dans les zones frontalières des oblasts de Donetsk et de Lugansk. Vous avez dit tout à l'heure que les Nations Unies et les opérateurs ONG sont partis au moment de l'invasion pour des questions de sécurité, puis sont revenus. On sait que OCHA a produit des plans de réponse humanitaire qui sont relativement très bien financés. On est à 3,8 milliards
1er décembre, soit 73%, ce qui est un taux très honorable de ce qui avait été demandé dans l'appel. Alors, on a donc une structure classique, bureau de coordination humanitaire et clusters de réponse, et puis de l'autre côté, on a une administration héritée du système soviétique, et puis on a une société civile animée autour des municipalités. Comment est-ce que tout ceci travaille ensemble, s'organise et gère les questions aussi d'autorité et de souveraineté, pour ne pas se le cacher, au niveau du terrain? Oui, ce qu'il faut souligner, c'est que le temps fait son œuvre, hein, c'est-à-dire qu'on s'adapte réciproquement et qu'après les difficultés du début, il y a 10 mois, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la même configuration. OCHA, d'ailleurs, vient d'indiquer qu'au 10 novembre, il y avait actuellement 666 partenaires dans le domaine humanitaire en Ukraine, donc 414 ONG nationales, sans parler des municipalités, des groupes de volontaires, 100 ONG internationales, 50 gouvernements, 11 agences des Nations Unies, 9 organisations internationales et des acteurs privés. Rappelons quand même qu'on est dans un pays de 600 000 km², que de l'Est à l'Ouest, il y a 2000 km, et que, bien sûr, dans un contexte de guerre, les déplacements, les services ne sont pas ceux d'un pays en paix. Enfin, je dis ça pour les étudiants qui voient un peu dans quel environnement on se trouve. Il existe aussi un système de coordination entre les autorités ukrainiennes et le système des Nations Unies et les grands acteurs que sont notamment les bailleurs. Et en fait, aujourd'hui, il y a une coordination donc nationale avec OCHA et les acteurs humanitaires qui est installé donc à Kiev, la capitale. Et il y a une coordination opérationnelle qu'ils ont eu la bonne idée, ça c'est un point positif à souligner, d'installer à Dnipro, c'est-à-dire très très à l'est, c'est-à-dire au plus près possible des zones de front, que ça soit Kherson, que ça soit Zaporizhzhia, que ça soit Kharkiv ou Bakhmut, etc. Donc ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne. Voilà, on peut dire qu'aujourd'hui, puisque tu rappelais la question des budgets, au fond, aujourd'hui, comme le disait Emmanuel Rinck, qui est le directeur des opérations de sécurité internationale, il dit aujourd'hui, il n'y a pas de problème financier. Il n'y a pas de problème financier. Je vais prendre un exemple. Une ONG comme Première Urgence Internationale pilote un groupe, un consortium de 6 ONG avec un budget de 68 millions de dollars. Et dans ce consortium, il y a Action contre la faim, il y a Triangle Génération Humanitaire, il y a Handicap International, il y a Solidarité Internationale. Et quand on a rencontré les responsables du bureau du BHA des États-Unis, ils nous ont dit, vous ne vous présentez pas de projet à moins de 50 millions de dollars. Donc il faut voir aussi que même s'il y a des petites structures qui font un travail un peu chirurgical, très utile et très précis, on a différents types d'acteurs qui travaillent à des échelles différentes et de manière différente. Donc là, on a un consortium qui travaille dans la même région en complémentarité des ONG les unes avec les autres, en réponse aux besoins des populations, mais certains partenaires disent vous ne nous présentez pas de projet à moins de 50 millions de dollars. Donc c'est dire que les moyens sont là, que contrairement à d'autres crises, il y a des crises quand même, comme en Haïti, après le tremblement de terre de 2010, ou durant le tsunami à la fin de l'année 2004 et en début 2005, on a un moment considéré qu'il y avait trop d'argent, presque trop d'argent, et en tout cas trop d'acteurs, quoi. Là, la question ne se pose pas dans ces termes, parce que la guerre continue, le processus de destruction tous les jours est en œuvre, sans parler des 100 000 tués et blessés parmi les soldats ukrainiens, qui, rappelons-le, sont des Ukrainiens qui ont des familles. Donc voilà, je rappelle ça parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une guerre, quoi. C'est pas une crise humanitaire, c'est une crise humanitaire du fait de la guerre. Tout à fait, tout à fait. Merci de l'avoir rappelé, et puis de nous avoir rappelé les conditions de coopération qui s'installent en Ukraine. Toutes les grandes crises humanitaires, que ce soit naturelles comme 2010 ou 2004, ou bien qu'elles soient causées par l'homme comme celle-ci, ont amené quelque chose à l'humanitaire. Les clusters sont nés en 2005 de l'échec de la réponse de 2004. OCHA est né dans les crises du début des années 90. Qu'est-ce que va nous amener comme leçon la réponse humanitaire en Ukraine, si on est capable déjà d'avoir un peu de recul? Alors, d'abord, il faut dire que c'est
c'est une crise atypique. C'est quand même pas une crise fréquente à laquelle on est confronté. Y en aura-t-il d'autres? L'avenir le dira. Parce que le monde se porte quand même mal. Hein. On est vraiment face à une rupture des relations internationales. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un membre du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a envahi l'Ukraine, la Russie, quels que soient les motifs et les différents qui puissent l'expliquer. C'est quand même une rupture de situation, mais qui fait émerger le fait que, comme on l'avait noté depuis un certain temps, la mondialisation telle qu'on en parlait, elle n'est plus telle qu'elle était, que les grands empires d'autrefois veulent exister dans les relations internationales par rapport au monde occidental, et on le voit jusqu'en Afrique, au Sahel, etc. Donc en fait, il faut voir qu'on est sur des changements absolument considérables. Et pour revenir sur ce que tu disais, donc il faut aussi, cette question, elle se pose à la fois en Ukraine et sur l'ensemble des interventions humanitaires existantes, mais dans ce monde qui est en train de changer, qui est plus conflictuel, et avec de grands défis, comme par exemple les conséquences du dérèglement climatique, la démographie en Afrique. Le dérèglement climatique, il a des conséquences sur des sécheresses, l'amplification des sécheresses, l'amplification des inondations. Il a un impact énorme sur la disponibilité en eau par le phénomène d'évaporation. Donc il faut voir que cette question de l'Ukraine, en fait, il faut probablement l'étendre à tous les grands défis auxquels on est confronté et qui vont en s'amplifiant, de manière à se dire, est-ce que l'aide humanitaire va être en capacité de secourir les populations en danger aujourd'hui et à l'avenir? Et je voudrais dire une chose, alors, c'est la question du budget. Honnêtement, le budget, les ressources financières ne sont pas la seule réponse. Hein. Ça serait presque trop facile. Mais enfin, quand même, l'aide humanitaire, ça suppose des budgets, parce que sinon, ça ne va pas assez loin. Hein. Ça répond à peu de besoins. Donc, il faut des moyens pour faire de l'aide humanitaire. Et c'est vrai que moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'au fond, depuis 4 ans, le financement de l'aide humanitaire internationale, alors qu'il a beaucoup progressé depuis 2012 notamment, pour arriver en 2017, il est passé de 12 à 27 milliards de dollars. Et là, on est autour de 30 milliards depuis 4 ans. Et encore cette année, alors que là, les Nations Unies viennent de lancer leur opération du Global Humanitarian Overview, à la fois à Genève, à Riyad, à Addis Abeba, et ils disent nous avons besoin de 51 milliards de dollars. Et donc on sait qu'aujourd'hui, on sait que les appels des Nations Unies, qui sont des appels consolidés avec tous leurs partenaires, ne parviennent à mobiliser que peut-être la moitié des fonds nécessaires, ou les 2 tiers. Et qu'est-ce qu'on fait du tiers restant? Parce qu'en fait, c'est des secours qui n'arrivent pas, ou c'est des secours qui sont délivrés en quantité insuffisante pour les répartir à un nombre plus important de personnes. Comme le disait un représentant du Programme alimentaire mondial dans un pays, il disait, au fond, on prend de l'aide alimentaire à des gens qui ont faim pour le donner à des gens qui sont affamés. Et ça pose un problème humanitaire, mais aussi un problème éthique, un problème dans les relations internationales. Bon, l'argent, c'est quelque chose d'important, mais 50 milliards de dollars à l'échelle de la planète, à l'échelle à l'échelle de l'ensemble des États membres des Nations Unies, ce n'est pas une somme considérable quand on la compare à d'autres budgets, aux transactions financières quotidiennes qui s'opèrent. Donc, je crois que ça, c'est pas la seule réponse. Mais il y a quand même un déficit chronique de ressources, un déficit chronique de ressources. Après, les grandes questions, évidemment, c'est toujours celle de la coordination, de l'efficacité, de la mutualisation. Je voudrais prendre un petit exemple, mais qui démontre qu'on peut innover, qu'on peut fonctionner autrement. Durant la pandémie, on a eu brusquement, mais je vais en venir à l'Ukraine, durant la pandémie de la Covid-19, on a eu brusquement une interruption de tout le transport aérien et du transport maritime, ce qui pose aux ONG un problème énorme, à la fois pour acheminer des produits, que ce soit d'ailleurs des médicaments, mais aussi du matériel humanitaire indispensable aux missions.
mais aussi des ressources humaines, donc des expatriés qui partaient, d'autres qui rentraient. Le programme alimentaire mondial était en train de mettre en place un système au niveau international très lourd, mais qui demandait beaucoup de temps. On n'y était pas d'ailleurs très, très associé en termes de coordination. Et donc, au fond, des ONG françaises qui avaient mis en place un réseau logistique humanitaire regroupant une dizaine d'ONG, en ont parlé avec le centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères ici à Paris, puis avec ECHO, qui a décidé de financer un pont aérien mis en œuvre par ce réseau logistique humanitaire d'ONG. Et on a pu comme ça organiser une cinquantaine de vols sur les destinations humanitaires les plus urgentes qu'on a en tête, hein, à la fois avec du fret, à la fois avec des passagers, et en renfort, si je puis dire, de ce que le PAM faisait lui-même aussi à très grande échelle. Et là, plus récemment, en Ukraine, il y a une initiative qui s'appelle Ukraine Response Consortium. Bah, c'est le réseau logistique humanitaire, c'est la plateforme Bioport qui est installée sur l'aéroport Saint-Exupéry à Lyon, et logistique, voilà, qui ont mis en place un système mutualisé disponible pour tous les acteurs, sans distinction, là où ce consortium peut opérer. Donc, effectivement, il faut qu'on gagne en efficacité, donc la mutualisation, la coordination, au-delà des moyens, c'est vraiment indispensable. C'est une belle leçon. J'ignorais cette histoire de Lyon. Je connaissais Bordeaux, Mérignac et la mutualisation des moyens d'MSF. J'ignorais Lyon et je suis heureux de savoir qu'il y a une mutualisation des efforts sur l'aéroport de Lyon en direction de l'Ukraine. Ça m'amène aussi à une autre question. Est-ce que cette crise-là n'amène pas les organisations humanitaires à comprendre qu'il y a aussi d'autres métiers dans lesquels elles manquent peut-être d'expertise ou pour lesquels elles n'ont pas toutes les ressources? Tu as mentionné le centre de crise et de soutien. Je sais que le centre de crise et de soutien, pour l'instant, réfléchit à savoir quoi faire avec toutes les génératrices que l'on envoie, parce qu'il faut bien les fixer, les installer, les brancher, etc., etc. On parle d'Électricité sans frontières, qui est une ONG qui s'occupe beaucoup de ce type de métier. Est-ce que certaines organisations comme Solidarité ne doivent pas se réinventer face à cet humanitaire urbain qui génère des besoins qui vont bien au-delà de l'assistance immédiate et de la santé? Alors, ce que je voudrais dire, d'abord, hein, c'est que toutes les ONG, pratiquement, ont des difficultés à recruter aussi bien des expatriés pour l'Ukraine que des nationaux en Ukraine. On a des difficultés à recruter, je dirais, le personnel habituel dans ce type de mission d'urgence. Encore une fois, tant les expatriés que des nationaux, que des Ukrainiens. Après, sur les métiers, oui, on n'a pas les compétences sur tous les métiers. Tu as cité l'exemple d'Électriciens sans frontières, qui fait un très beau travail, mais on a aussi des ONG support, justement, qui ont ces capacités. C'est le cas d'Aviation sans frontières. Ils ne sont pas en Ukraine parce que c'est pas nécessaire, enfin, on n'a pas besoin d'eux, mais d'autres sont là. Et puis on a aussi quand même ce qu'on appelle le nexus humanitaire développement, qui n'est pas nouveau, mais qui est encore assez récent, je veux dire, en termes de mise en œuvre. Hein. Et donc le nexus, c'est précisément basé sur le fait que au début d'une intervention d'urgence, on doit se poser la question d'après, c'est-à-dire ce que nous faisons dans l'urgence au départ, en quoi ça peut construire une réponse plus durable ensuite quand la situation le permettra, le facilitera. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire. Nous, on le voit par exemple au Burkina Faso, on a un énorme programme de cette nature, et alors que la situation se détériore sur le territoire. Donc, c'est toujours le problème des conflits, c'est-à-dire qu'un conflit, on sort toujours d'une guerre, une guerre prend toujours fin, mais elle peut avoir des hauts et des bas, c'est-à-dire qu'on peut être pris à contre-pied. C'est plus facile dans les situations de catastrophes naturelles ou de grandes épidémies, en tout cas de catastrophes naturelles, parce qu'il y a un aspect un peu, voilà, il y a une sorte de, une fois que la catastrophe s'est produite, eh bien, on peut passer de l'urgence à la reprise du développement plus aisément que dans une guerre où une situation de conflit qui va se calmer peut très bien reprendre avec force à tout moment. Voilà, donc, mais ça, tu as posé une question sur la question des capacités humaines, quoi, des compétences. Ce qu'il faut dire quand même aussi, c'est que l'humanitaire, quand même,
intervient de manière de plus en plus large dans des domaines de plus en plus vastes, quoi. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'acteurs de développement disent on est des humanitaires. Et en fait, je pense que l'humanitaire n'a plus de frontières au sens même de ces domaines d'intervention, de ces métiers, de ces capacités, ce qui pose un vrai problème parce qu'on ne sait pas tout faire, on ne peut pas tout faire. J'étais récemment à une réunion du conseil d'administration de la Fondation Veolia. La Fondation Veolia, elle accompagne un certain nombre d'acteurs de terrain en fournissant ou des matériels, du genre par exemple des stations de potabilisation d'eau, mais pas seulement, ça peut être aussi par exemple des latrines pour des collectivités. Par exemple en Ukraine, la question se pose beaucoup pour les déplacés, hein, puisqu'on sait qu'il y a pratiquement 6 800 000 déplacés. Ils sont dans des centres collectifs comme des écoles, mais qui ne sont pas équipés en sanitaire pour accueillir autant de monde. Donc installer des latrines, bah, c'est tout juste indispensable. Donc ça a été fait récemment avec la Fondation Veolia. Et nous en parlions avec le PDG de Veolia, Antoine Frérot. Et là, le constat, c'était de dire, bah, là, il y a de l'aide d'urgence, mais pour répondre aux besoins dus aux destructions, on va avoir besoin, c'est plus les ONG qui pourraient répondre aux besoins. Là, il va falloir avoir des grands groupes internationaux dans tous les domaines de compétences, et ça ne sera possible que quand la guerre sera terminée. Voilà, donc, et entre-temps, il faut vivre au milieu des décombres, en attendant la fin d'un conflit qui permettra de reconstruire et qui est estimé peut-être entre 700 et 1000 milliards de dollars aujourd'hui, quoi. Ouais. C'est absolument phénoménal. Donc, on est sur des changements d'échelle. Donc, comme me disait Emmanuel Ring de Solidarité Internationale, nous, on est là pour combler les trous dans la raquette, quoi. On n'est pas là pour se substituer ou faire ce que les autres font. On est juste là pour venir, on est là pour faire ce que les autres ne font pas ou pas suffisamment et en partenariat avec eux. Mais c'est vrai que l'aide humanitaire aujourd'hui, elle s'est étendue géographiquement, elle s'est diversifiée au niveau des capacités, au niveau des métiers, mais il va falloir encore aller plus loin. Peut-être une dernière question sur l'aide humanitaire. Et évidemment, on a parlé tout à l'heure des limites du financement. C'est vrai qu'on plafonne à 30 milliards depuis 3-4 ans et que les besoins là sont en train d'augmenter de manière exponentielle. On avait vu sur 10 ans les bailleurs suivre la croissance de la demande, mais là, on s'aperçoit qu'il y a un plafond qui a été atteint. On ne sait pas s'il va être déplacé. Mais le deuxième élément, toi, comme observateur dans une grande ONG internationale, c'est quel est l'impact du financement octroyé à l'Ukraine sur les autres financements qui n'arrivent plus au Tigré, au Congo, au Soudan, ou je ne sais où, et comment est-ce qu'une ONG comme Solidarité le ressent-elle? Alors, curieusement, mais ça, alors, il y a beaucoup des questions soulevées qui sont pertinentes hein, et nécessaires à se poser, dont on n'a pas non plus les réponses tout de suite, parce qu'on a du mal à combiner une vision globale avec une vision détaillée de l'ensemble de l'aide humanitaire en Ukraine, évidemment. Ça n'empêche pas de se poser la question tous les jours. Deuxième point, l'impression que nous avons, mais ça mérite d'être validé, d'être vérifié. L'impression que nous avons, nous, sur l'aide internationale, nous avons 23 missions sur des continents différents, dans des situations différentes. Enfin, voilà, que ce soit des réponses à des conflits, donc des guerres civiles, que ce soit une catastrophe naturelle ou des pandémies, des épidémies, c'est que pour l'instant, les fonds sur l'Ukraine sont des fonds additionnels et que ça n'a pas eu d'impact de manière générale sur les missions, en tout cas dans lesquelles nous sommes. Mais encore une fois, je pense qu'on n'a pas assez de recul pour pouvoir le dire, parce que c'est vrai que les chiffres globaux ne semblent pas indiquer ça. Mais j'espère bien que d'ici la fin de l'année, parce que tu citais le chiffre de 3 milliards 800 millions, je crois, de dollars. Il y a le Financial Tracking Service évoque un budget d'environ 5 milliards, ce qui était aussi à peu près le flash appeal des Nations Unies à 4,7 milliards. Donc, ce qu'il faut espérer, c'est que d'abord les moyens financiers seront suffisant pour l'Ukraine, sachant que les moyens de l'aide humanitaire en Ukraine ne sont pas la totalité, loin de là, de l'aide apportée à l'Ukraine, parce que l'Ukraine reçoit une aide dans tous les domaines qui est absolument considérable. Tu évoquais tout à l'heure le rôle des États. Moi, je vois par exemple que le centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, vient de publier un document sur l'aide apportée par ses propres soins, hein, indépendamment des ONG, depuis le début, depuis le 24 février, c'est un bateau, 12 avions, un nombre considérable de camions, c'est-à-dire à peu près 2500 tonnes d'aide. Et ça a supposé
une coordination interministérielle avec différents services publics. Ça, je peux en parler parce que j'ai ce document sous les yeux, sans parler bien sûr du partenariat avec les ONG, 30 millions d'euros. Mais ça veut dire aussi que il y a la France, mais il y a tous les pays membres de l'Union européenne, il y a tous les pays qui, au niveau international, apportent une aide à l'Ukraine. Donc, cette aide à l'Ukraine, elle est considérable parce que les destructions, les pertes sont absolument aussi considérables. La question, alors, encore une fois, l'Ukraine, c'est atypique, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est moi, je pense on vient de dépasser 103 millions de réfugiés déplacés. C'est-à-dire que finalement, si j'ai les chiffres, entre 2012 sauf erreur, et 2021, on a doublé le nombre de déplacés, de réfugiés, quoi. Et donc, un récent rapport de l'ANAP disait que finalement, depuis une quinzaine d'années, on a doublé le volume de l'aide humanitaire internationale. Donc, et je crois que malheureusement, oui, la tendance va se poursuivre et qu'on doit vraiment se préparer à cela. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Dernière petite question. Après le tsunami, quelqu'un que tu connais bien, Jean-François Mattei, qui était alors président de la Croix-Rouge française, avait sorti un livre qui s'appelait L'humanitaire durable, c'est-à-dire un humanitaire qui se transforme progressivement en un humanitaire de réhabilitation, de reconstruction, plus de développement. Est-ce que c'est un peu la perception que tu as du travail des ONG une fois qu'on aura fini la guerre au minimum? Alors, c'est une bonne question. Et j'en ai reparlé récemment. J'en ai reparlé il y a quelques semaines avec Jean-François Mattei. D'accord. En fait, ce que disait Jean-François, c'était à l'issue, c'était dans le cadre, disons, du tsunami, qui était, voilà, ce tsunami dont on se souvient, à la fin de l'année 2004, et puis sur toute l'année 2005, 2006. Et en fait, c'était une catastrophe naturelle. Et ça n'est pas une guerre. Et je dirais que c'est un peu la différence entre la médecine habituelle et la chirurgie de guerre. Et je pense que l'aide humanitaire, ça relève plus de la chirurgie de guerre, si je puis me permettre cette comparaison. Et donc, le concept que proposait Jean-François à l'époque, Jean-François Mattei, sur l'humanitaire durable est pertinent. Je pense que la réponse qu'on a apportée, c'est celle du nexus, le nexus humanitaire-développement. Il faut toujours penser après. Ce qui ne veut pas dire que les acteurs humanitaires peuvent être à long terme des acteurs de développement. Ça, c'est à chaque organisation de le choisir, mais au-delà du choix, il faut en avoir les capacités. Et être un bon acteur humanitaire, un bon acteur de développement, je pense que ça, c'est vraiment un challenge très, très compliqué, quoi. Parce que je pense que ce n'est pas forcément les mêmes personnes, pas forcément les mêmes compétences, ce n'est pas même les mêmes profils psychologiques. Moi, ça m'a beaucoup frappé dans l'expérience que j'ai depuis plus de 40 ans, c'est que on voit des développeurs qui viennent vers l'aide humanitaire parce qu'il y a beaucoup de postes, mais dans l'absolu, travailler dans un pays en guerre, c'est pas travailler dans un pays en paix. C'est pas tout la même chose. Travailler dans un pays en guerre civil, sans avoir de partenaires au niveau de l'État, des services publics, pratiquement très peu d'État de services publics, c'est pas la même chose que faire du développement dans un pays qui suppose l'accord des autorités sur leur politique de développement, des services publics, et financé par des bailleurs qui ont ces règles-là, quoi. C'est pas du tout pareil. En revanche, il est clair qu'on doit toujours penser à l'après, que la situation se détériore à nouveau, ou bien qu'au contraire, durablement, on passe de la guerre à la paix ou de la fin d'une catastrophe naturelle. Donc l'humanitaire durable est juste, et aujourd'hui, dans le monde humanitaire, en tout cas, le terme c'est nexus, c'est le nexus humanitaire développement. Je te remercie pour cette dernière remarque parce que un de nos cours traite justement du double nexus et du triple nexus. Donc, je fais le lien avec tes propos et j'inviterai les étudiants à continuer la réflexion. Je voudrais, au nom de tous les étudiants de l'Université Laval, te remercier infiniment. Mais vas-y, continue. Oui, je voudrais juste dire une chose. C'est que moi, j'encourage bien sûr tes étudiants à s'informer, à réfléchir, mais ça revient à une des questions que tu as posées. Bien sûr, c'est ce qu'ils font. Parce que dans le monde humanitaire, les acteurs sont très pris par leur action. Il n'y en a pas beaucoup qui ont le temps, dans le temps de l'action, parallèlement, d'avoir un temps de réflexion basé sur l'opérationnel pour en tirer des leçons le plus rapidement possible à mettre en œuvre.
Il y a des institutions qui le font, qui sont plutôt des institutions étatiques ou des think tanks, mais qui sont un peu loin du terrain, même si ça connecte quand même. Et je crois qu'une des faiblesses, pour le coup, de l'univers humanitaire, c'est même quand on est en coordination, c'est qu'il suffit d'aller sur les sites des organisations, elles parlent de ce qu'elles font. Complètement. De problématiques transversales à toutes les organisations. Elles parlent peu des autres organisations. Et quelque part, c'est légitime parce que chacun parle légitimement de ce qu'il fait, de ce qu'il est, et plutôt que des autres. C'est la règle du jeu, tout simplement. Mais c'est une des raisons pour laquelle j'ai modestement, mais de manière ambitieuse en quelque sorte, créé des films humanitaires, comme il existe d'autres supports, d'autres plateformes. C'est pour décrypter la question humanitaire en termes d'information, en termes d'analyse, en termes de propositions, de façon, parce que l'humanitaire a besoin d'intelligence humanitaire. Et plus on sera, plus cette réflexion sera proche du terrain et plus elle sera rapide à être élaborée, plus on pourra profiter finalement des améliorations qu'elle peut apporter. Voilà. Et ça serait une manière d'être plus efficace et de mieux répondre aux populations en danger qui ont besoin de secours. Tout à fait. Je te rassure, Alain, Défi humanitaire fait partie des références de base essentielles et fondamentales que les étudiants à l'Université Laval lisent. D'abord aussi parce que c'est aussi en français que cette université est une université qui est fière d'être francophone et complètement francophone. Je voudrais, au nom de tous les étudiants et de la Faculté des sciences de l'administration, te remercier comme président de Défi humanitaire, comme fondateur de Solidarité internationale et surtout comme praticien et analyste chevronné, d'avoir partagé tes opinions profondes, réfléchies, analytiques, et je vois que tu t'es beaucoup préparé pour cette entrevue. Alain, merci encore infiniment. Merci Yvan.